On va parler du diabète de type 1. On verra principalement ses éléments physiopathologiques, mais aussi ses manifestations, donc à la fois cliniques et biologiques. Et dans un premier temps, on fera un petit point sur la définition et sur l'épidémiologie. Donc le diabète, il est défini par une glycémie à jeun qui doit être supérieure à 1,26 g par litre, et on la mesure 2 fois pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Si on ne peut pas être à jeun, on peut avoir une glycémie aléatoire qui doit être supérieure à 2 g par litre cette fois, mais il faut associer ça avec la présence de signes cliniques liés à l'hyperglycémie. Ensuite, pour affirmer vraiment la présence d'un type 1, ça fait référence à la physiopathe. Donc il faut montrer qu'on a un mécanisme auto-immun qui va cibler les cellules bêta, et ça va se manifester par un test sérologique, c'est-à-dire la présence dans le sang d'auto-anticorps. Donc on verra lesquels plus tard, mais on a par exemple des auto-anticorps anti-insuline. Du coup, vu qu'on a une auto-immunité qui détruit les cellules bêta et que les cellules bêta, c'est elles qui produisent normalement de l'insuline, on va se retrouver avec une carence en insuline. Donc ça, c'est l'insulinopénie. On a bien pénie pour la notion de pénurie ou de manque. Donc, contrairement au diabète de type 2 qui touche plutôt des populations âgées, le diabète de type 1 va se déclarer chez des patients qui sont jeunes, puisque la plupart des cas, c'est avant 20 ans. C'est une maladie qui est en augmentation, on a de plus en plus de cas et on a surtout un diagnostic qui arrive de plus en plus tôt, avec de plus en plus d'enfants de moins de 5 ans qui vont être touchés. L'incidence en France, elle représente à peu près 15 nouveaux cas par an pour 100 000 enfants ou ados de moins de 15 ans. Donc il y a quelques années, le DT1 c'était à peu près 6% de l'ensemble des diabètes, et ça aussi c'est en augmentation, puisque là on se retrouve actuellement plutôt sur 10% de l'ensemble des diabétiques qui sont de type 1. Donc on l'a dit tout à l'heure, le diabète de type 1 c'est une maladie auto-immune, donc on peut avoir un contexte familial d'auto-immunité, donc c'est-à-dire d'autres maladies auto-immunes dans la famille, ou on peut carrément avoir un diabète de type 1 chez les parents ou dans la famille. Donc pour ce qui est de la physiopathologie, on a comme pour beaucoup de maladies une association nécessaire entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Ici pour la prédisposition génétique, on a différents variants sur différents gènes. Et les principaux gènes touchés, c'est les gènes du système HLA. Ça code pour les molécules du CMH. Donc c'est le complexe majeur d'histocompatibilité, donc le complexe de compatibilité tissulaire. Donc le CMH, ça permet la reconnaissance et la distinction finalement entre les molécules du soi et les molécules étrangères. Donc ici dans le DT1, notre prédisposition HLA, elle est de type DR3 ou DR4, donc c'est le nom des variants qu'on retrouve le plus souvent dans le DT1. Et ce que ça fait, c'est que ça va modifier quelques acides aminés au niveau de la poche de reconnaissance sur les CMH. Et cette petite modification, ça va augmenter leur affinité pour certains auto-antigènes qu'on retrouve dans le pancréas endocrine au niveau des cellules bêta. Du coup, les cellules bêta, elles vont être reconnues comme étant étrangères et elles vont être la cible d'une attaque auto-immune et c'est ça qui va les détruire. Donc dans 10% des cas, on a d'autres gènes de prédisposition qui peuvent s'associer aux gènes de HLA ou à d'autres gènes, et ces gènes de prédisposition vont toucher le promoteur de l'insuline sur les thymocytes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un petit point de physiologie. Déjà un promoteur, c'est une séquence qu'on a avant un gène et qui va moduler l'expression de ce gène. Et les thymocytes, c'est les cellules du thymus, et c'est dans le thymus qu'on a la maturation des lymphocytes T. Donc pour rappel, les lymphocytes T, ils sortent de la moelle osseuse, mais ils ne sont pas encore entraînés, et il va falloir justement qu'ils maturent à l'intérieur du thymus pour qu'on ait finalement une sélection des meilleurs lymphocytes, avec une destruction des lymphocytes qui ne sont pas fonctionnels ou qui risqueraient d'être autoréactifs ou autres. Donc avec cette prédisposition génétique dans le DT1 sur le promoteur du gène de l'insuline au niveau du thymus, on se retrouve avec une baisse de l'expression de ce gène. Donc ça veut dire que les thymocytes ne vont pas exprimer assez d'insuline. Du coup, s'ils n'expriment pas assez d'insuline, ils ne pourront pas présenter l'insuline aux lymphocytes T, et donc ils ne pourront pas avoir la chance de détruire les lymphocytes T qui seraient autoréactifs pour l'insuline et qui auraient du coup envie de détruire l'insuline. Donc finalement, avec cette prédisposition, la maturation des lymphocytes, elle est imparfaite, elle est incomplète, et c'est un peu comme si le thymus avait oublié de présenter l'insuline aux lymphocytes T. Donc on se retrouve avec des lymphocytes T autoréactifs pour l'insuline, qui vont être libérés dans la circulation générale, et qui vont ensuite pouvoir aller attaquer les cellules bêta. Donc dans la physiopathologie du diabète de type 1, on a pas mal d'autres gènes, pas mal d'autres variants qui peuvent s'associer aux prédispositions dont on a parlé juste avant. Donc on peut avoir des variants qui vont amener à une certaine autoréactivité, donc c'est comme le phénomène de ce qu'on vient de voir pour l'insuline, mais ça sera une baisse de l'expression d'autres antigènes des cellules bêta ou de leur sécrétion au niveau du thymus, et donc du coup la persistance de lymphocytes T qui vont être autoréactifs pour les cellules bêta ou pour leurs produits de sécrétion. On peut avoir des variants qui vont augmenter la prolifération et l'activation au niveau des lymphocytes T, donc ça peut passer par une modification du métabolisme au niveau des cytokines ou de certaines enzymes, donc finalement on va arriver sur une sorte d'hyperactivité du système immunitaire.
On peut aussi avoir une baisse de l'activité des lymphocytes T régulateurs. Donc les lymphocytes T régulateurs, ce qui est important, c'est qu'ils servent à diminuer l'activité des lymphocytes T autoréactifs. Donc on peut tous plus ou moins avoir quelques lymphocytes T autoréactifs, mais normalement ils sont contrôlés, ils sont réprimés par les lymphocytes T régulateurs. Donc là, dans la physiopathologie du DT1, si on a une prédisposition génétique déjà qui fait qu'on a une augmentation des lymphocytes T autoréactifs pour les cellules bêta, et qu'en plus de l'autre côté on a une baisse de l'activité des lymphocytes T régulateurs, forcément on déstabilise la balance et on va pencher encore plus vers l'auto-immunité et la destruction des cellules bêta. Et il y a un dernier point qui a été mis en évidence assez récemment, enfin en tout cas plus récemment que le reste, c'est qu'on a du coup certaines prédispositions génétiques qui touchent les cellules bêta. Donc on peut avoir des cellules bêta qui sont intrinsèquement anormales, donc soit en termes de structure, soit en termes de fonctionnement, ou en termes de résistance. Donc on peut avoir des cellules bêta qui sont moins résistantes au stress oxydant, au stress métabolique. On peut avoir des cellules bêta qui ne fonctionnent pas exactement de la bonne manière, ou qui produisent des molécules anormales. Donc c'est assez important, si une cellule elle produit des protéines différentes, ces protéines ne sont pas connues par le système immunitaire, donc elles vont être reconnues comme étrangères et détruites. Et en dernier, on peut avoir aussi des cellules bêta qui sont plus sensibles aux mécanismes d'apoptose, ou en tout cas qui ont des mécanismes d'apoptose qui vont être facilités. Donc juste pour rappel, l'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. Donc quand une cellule se rend compte qu'elle ne peut pas fonctionner correctement ou qu'elle est soumise à trop de stress, elle peut plier bagage et finalement s'auto-détruire, mais de manière assez propre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc en ce qui concerne les facteurs environnementaux, on sait qu'on en a qui doivent s'associer à la prédisposition génétique grâce aux études sur les vrais jumeaux, donc qui ont les mêmes gènes. Donc ces études, elles montrent que si l'un d'eux a un DT1, son vrai jumeau, il a entre 50 et 70% de risque de développer aussi un DT1. Donc le 50 à 70%, c'est en fonction du typage HLA. Donc du coup, ça montre bien qu'on n'est pas sur une maladie uniquement génétique, parce que si on n'avait que les gènes qui étaient impliqués, on aurait 100% de concordance entre les vrais jumeaux. Donc on sait qu'on a forcément des facteurs environnementaux qui doivent s'associer à la prédisposition génétique et qui doivent probablement intervenir dans une période donnée assez précoce, vu que le DT1 ça se déclare quand même assez tôt. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas exactement quel est le cocktail précis de facteurs environnementaux, ni à quel moment exactement ils sont impliqués. Du coup on a juste des hypothèses. Mais alors qu'est-ce qu'on suspecte ? Globalement ça va être des virus, une dysbiose, certains aliments et peut-être des toxiques ou des polluants. Donc pour les virus, on a pas mal d'explications. On a par exemple la théorie du mimétisme moléculaire. Donc cette théorie, elle est retrouvée dans beaucoup de maladies auto-immunes. Et l'idée, c'est qu'on a une reconnaissance un peu croisée entre les protéines de certains virus et des protéines de notre corps. Donc ici, dans le DT1, on suspecte des protéines des entérovirus comme les Coxsackie qui ressemblent à des protéines des cellules bêta. Et donc en gros, le système immunitaire qui se serait habitué à détruire les entérovirus reconnaîtrait ensuite les cellules bêta comme étant des entérovirus et du coup les détruirait. On a aussi la théorie hygiéniste qui dit qu'un excès d'hygiène, surtout dans l'enfance, ça augmente le risque de pathologie en lien avec l'immunité. Donc ça peut être aussi bien des allergies, des maladies inflammatoires ou ici une auto-immunité et ça passe très probablement par une dysbiose. On a remarqué aussi que l'absence d'allaitement maternel et la naissance par césarienne sont des facteurs de risque de développer un DT1 si on a tout le reste de la physiopathe, bien sûr. Donc ça tombe bien puisque c'est des éléments qui passent là aussi par une dysbiose. Du coup, dans le DT1, on a bien une dysbiose qui a été mise en évidence avec un excès de certaines bactéries, les bactéroïdes, et une baisse de certaines autres, les firmicutes. Donc on sait bien maintenant que le microbiote, il est très important pour l'immunité et qui communique aussi avec des organes du système digestif, comme le foie ou, ce qui nous intéresse plus ici, le pancréas. Donc en gros, avec la dysbiose du DT1, on pourrait très bien avoir une immunité un petit peu perturbée et un envoi de molécules inflammatoires vers le pancréas, ce qui ajouterait finalement à la réaction immunitaire, inflammatoire et auto-immune au niveau du pancréas endocrine. Pour ce qui est des facteurs alimentaires, c'est un petit peu controversé, mais on suspecte globalement l'introduction trop tôt ou en quantité trop importante de gluten ou de lait, et aussi des carences en vitamine D ou en oméga 3. Donc on a aussi d'autres éléments, comme par exemple un stress ou des vaccins ou quoi, mais qui ne sont pas des éléments favorisants, c'est juste des éléments déclenchants. Donc ça veut dire qu'ils vont intervenir plus tardivement, donc après l'association de prédisposition génétique et de facteurs favorisants, et en fait ils vont simplement activer le système immunitaire et précipiter l'arrivée des symptômes en faisant en sorte en fait que le système immunitaire détruise un petit peu plus rapidement les cellules bêta et qu'on arrive du coup à une phase clinique de manière un peu plus précoce.
Donc c'est pas forcément présent chez tout le monde, mais c'est juste des facteurs déclenchants, ça fait pas partie des facteurs environnementaux qui s'associent à la prédisposition génétique. Donc on vient de voir la nécessité d'associer une prédisposition génétique avec des facteurs environnementaux. Maintenant on va voir les conséquences sur le pancréas avec l'inflammation, donc l'insulite, l'auto-immunité, la destruction des cellules bêta et bien sûr la conséquence qui va être une carence en insuline. Du coup, attention, pour l'insulite, on ne peut pas faire de terminologie médicale habituelle, parce qu'on ne peut pas avoir l'inflammation d'une protéine, mais on n'est pas loin, on est sur l'inflammation du tissu qui produit l'insuline, donc une inflammation du pancréas endocrine, du coup au niveau des îlots de Langerhans. Donc on ne parle pas de pancréatite, parce que la pancréatite c'est un mécanisme à part qui fait référence à une attaque d'abord au niveau du tissu exocrine. Donc ici on est bien sur une insulite pour une inflammation du pancréas endocrine. Mais alors, elle vient d'où cette insulite ? Ça va être la conséquence des anomalies qu'on va retrouver au niveau des cellules bêta et au niveau des cellules de l'immunité, et c'est des anomalies qui peuvent aussi bien toucher la structure de ces cellules que leur fonction. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a des lymphocytes T qui vont être autoréactifs, qui vont cibler des antigènes au niveau des cellules bêta, et on a des lymphocytes T régulateurs qui ne sont pas suffisamment actifs et qui ne sont donc pas en capacité de réprimer ces lymphocytes T autoréactifs pour déconstitution des cellules bêta. Donc on va se retrouver avec une destruction auto-immune des cellules bêta, du coup ça va libérer des nouveaux antigènes, des nouvelles structures qui étaient à l'intérieur des cellules, qui du coup vont pouvoir se faire reconnaître par le système immunitaire, et tout ça, ça tourne en boucle, finalement, ça fait que accentuer cette inflammation et ce recrutement de cellules. Pour ce qui est des anomalies au niveau des cellules bêta, elles peuvent être dues aussi bien à la prédisposition génétique qu'aux facteurs environnementaux, ou être la conséquence de cette insulite, et pour certaines être dues aussi à l'action des cytokines produites par les macrophages, qui vont être un petit peu balancées en masse sur les cellules bêta. Donc parmi ces anomalies, on peut citer quand même le trait principal qui est la synthèse de ce qu'on appelle les néo-antigènes. Donc les néo-antigènes, néo c'est pour nouveau, donc ça veut dire que ce sont de nouveaux antigènes qui vont pouvoir être reconnus par le système immunitaire. Donc là, c'est nos cellules bêta qui en fait synthétisent une insuline un peu différente, ou des peptides un petit peu différents, ou une amyline un petit peu différente, etc. Et du coup, ces néo-antigènes, ça va stimuler l'immunité qui va donc pouvoir être recrutée finalement sur les lieux du pancréas endocrine. Donc dans tous les cas, avec cette insulite, on voit bien qu'on a un recrutement massif de cellules de l'immunité, avec aussi bien des cellules de l'immunité innées, donc des cellules dendritiques, des macrophages en quantité vraiment supérieure à ce qu'on a naturellement, et des cellules aussi de l'immunité adaptative, avec des lymphocytes T CD4, donc helper ou auxiliaires, des lymphocytes T CD8, donc qui sont cytotoxiques, mais on a aussi du coup des lymphocytes B et leur version évoluée, les plasmocytes. Et tout ça, ça s'accompagne de beaucoup de cytokines qui sont libérées comme ça à l'intérieur du pancréas endocrine. Donc on est bien sur une maladie auto-immune, avec une perte de tolérance du soi, une attaque auto-immune du pancréas endocrine, la production d'auto-anticorps et une destruction des cellules bêta. Ce qui est intéressant, c'est que les cellules bêta, elles meurent essentiellement par deux grands mécanismes. Donc on a bien sûr la cytotoxicité, donc la destruction par les lymphocytes T autoréactifs, les lymphocytes T cytotoxiques, mais on a aussi, comme on disait tout à l'heure, une apoptose. Et donc cette apoptose, elle est due à l'action des cytokines produites par les macrophages qui vont induire un stress oxydant, un stress cellulaire et toute une cascade de réactions finalement qui vont conduire à cette mort programmée des cellules bêta. Du coup, vu qu'on a de moins en moins de cellules bêta, on va forcément avoir de moins en moins de production d'insuline, mais c'est pas la seule raison pour expliquer cette insulinopénie, donc cette carence en insuline, cette baisse du taux plasmatique d'insuline, puisque les cellules bêta qui restent vont être de plus en plus anormales et vont avoir une sécrétion d'insuline qui sera de plus en plus modifiée. Donc on a certaines cellules qui arrêtent complètement leur production d'insuline, et puis on a d'autres cellules qui vont simplement avoir une modification de la sécrétion avec une perte de la phase précoce et donc du coup un retard de la production d'insuline. On va parler maintenant des signes biologiques. Donc les signes biologiques les plus précoces, c'est les marqueurs sérologiques, donc ça veut dire que c'est les auto-anticorps. Donc on en a anti-insuline, anti-pro-insuline, anti-GAD et IA2, ça c'est des enzymes qu'on va retrouver par exemple au niveau des cellules bêta, et anti-ZNT8, donc ça c'est un transporteur du zinc, puisqu'on a du zinc dans les granules de sécrétion d'insuline. Donc il n'y a pas que cela d'auto-anticorps, mais c'est vraiment les principaux, et ce qui est important surtout, c'est qu'on en a au moins l'un d'entre eux qui est présent dans le sang dès le stade 1. Donc le stade 1, c'est vraiment juste marqué par la présence de ces auto-anticorps, donc au moins un dans le sang, mais c'est un stade très précoce où on n'a aucune anomalie glucidique et aucune anomalie clinique. Donc ces auto-anticorps, ils vont vraiment permettre d'avoir un diagnostic précoce, ce qui peut être intéressant chez les enfants qui ont un diabète de type 1 dans la famille, parce que même si on n'a pas encore de traitement qui permet de ralentir la destruction des cellules bêta
ou de maintenir une production d'insuline encore assez suffisante, il y a quand même pour l'instant des essais cliniques qui se penchent un petit peu sur pas mal de molécules pour essayer de faire en sorte que le diabète se déclenche le plus tardivement possible. Donc chez ces personnes-là, avec des antécédents familiaux de diabète de type 1, ça peut être intéressant d'avoir un diagnostic le plus précoce possible, donc dès le stade 1, et ça c'est uniquement permis par le test sérologique, donc cette recherche des anticorps dans le sang. Ensuite, dès le stade 2, on va avoir l'hyperglycémie qui apparaît, puisqu'on aura du coup une progression du mécanisme auto-immun, avec une augmentation de la destruction des cellules bêta, et donc du coup de moins en moins d'insuline, donc une glycémie de moins en moins bien contrôlée qui va augmenter. Donc quand on est sur une glycémie entre 1,1 et 1,26 g par litre, on est sur un prédiabète, ou ce qu'on appelle aussi de l'intolérance au glucose. Et quand on est par contre au-delà de 1,26 g par litre, c'est à ce moment-là qu'on aura la définition réellement du diabète, et c'est en général à ce stade-là qu'on a les signes cliniques. Donc ça fera le stade 3, puisque c'est au stade 3 qu'on a à la fois les auto-anticorps, l'hyperglycémie caractéristique d'un diabète, et surtout du coup les signes cliniques qui vont avec. Donc la glycémie, on peut la mesurer au niveau veineux, donc là ça sert surtout à poser le diagnostic, et puis ensuite au niveau capillaire, en prenant une petite goutte par exemple au niveau du doigt, ou après avec les capteurs de glycémie, et à ce moment-là ça sera pour le suivi. Donc quand la glycémie elle est élevée de manière chronique, le glucose va pouvoir venir se fixer en excès sur des protéines sanguines comme l'albumine, mais il va aussi pouvoir venir rentrer dans les cellules sanguines comme les globules rouges, et se fixer sur les protéines des globules rouges, et là ce qui nous intéresse c'est l'hémoglobine. Donc cette fixation de glucose sur l'hémoglobine, elle se fait toute seule, il n'y a pas besoin d'enzymes ni quoi que ce soit, et elle est surtout irréversible. Cette fixation, on appelle ça de la glycation. Donc c'est un terme important à retenir. Et si on veut avoir une idée de la glycémie moyenne sur les 3 derniers mois, on va doser le pourcentage d'hémoglobine qui s'est fait glyquer. Donc pourquoi sur les 3 derniers mois? Parce que c'est la durée de vie des globules rouges. Et en termes de vocabulaire, on peut parler aussi bien d'hémoglobine glyquée que d'hémoglobine glycosylée, ou utiliser le nom de la fraction d'hémoglobine qui se fait glyquer le plus souvent, qui est HbA1c. Donc tout ça c'est des synonymes, HbA1c, hémoglobine glyquée, hémoglobine glycosylée, et donc ça nous permet de voir l'équilibre du diabète sur les 3 derniers mois, et ça permet aussi de prédire le risque de complications. Donc on a une correspondance entre les valeurs de l'hémoglobine glyquée et les valeurs de glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. Donc par exemple pour une glycémie de 1,2 g par litre, ça correspond à une hémoglobine glyquée qui va être dosée à 6%. Ensuite, pour le moyen mémotechnique, finalement, pour retenir ce tableau de correspondance, on voit que dès qu'on rajoute 1% d'hémoglobine glyquée, ça correspond en fait à une glycémie moyenne sur les 3 derniers mois qui est augmentée de 0,3 g par litre. Donc du coup, pour une hémoglobine glyquée à 7%, ça correspond en fait à une glycémie moyenne de 1,5 g par litre, donc toujours pareil sur les 3 derniers mois. Pour une hémoglobine glyquée à 8%, on est sur une correspondance glycémique moyenne de 1,8 g par litre. Pour une hémoglobine glyquée à 9%, c'est 2,1 g par litre de glycémie moyenne. Et en dernier, pour une hémoglobine glyquée de 10%, c'est une glycémie qui est quand même à 2,4 g par litre. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est vraiment un paramètre essentiel du suivi, puisque plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus ça veut dire que la glycémie elle a été élevée de manière chronique. Donc au plus le glucose a été en excès, au plus il aura eu le temps d'aller se fixer sur l'albumine, sur l'hémoglobine, mais aussi en fait sur toutes les protéines des cellules qui constituent les vaisseaux sanguins, donc les protéines des cellules endothéliales. Donc au plus on aura d'altérations au niveau des vaisseaux, et c'est ça qui fait finalement toutes les complications chroniques des diabètes. Parce que les complications chroniques, c'est des complications vasculaires. Donc on va être aussi bien sur des altérations et des destructions au niveau des petits vaisseaux sanguins, donc les capillaires. Donc ça va surtout se manifester par des problèmes au niveau de la rétine, au niveau des reins, puisque les glomérules au niveau des reins, c'est des capillaires, et au niveau des petits vaisseaux qui nourrissent les nerfs. Donc tout ça, ça marchera moins bien. On va pouvoir aussi avoir des anomalies au niveau des gros vaisseaux, donc là pour le coup c'est les artères de gros et moyen calibre. Donc à ce moment-là ça favorise tout ce qui est phénomène d'athérosclérose, et donc dans les complications on va pouvoir avoir des AVC, des infarctus du myocarde, donc c'est la crise cardiaque, mais aussi des sténoses des artères rénales avec un risque d'insuffisance rénale, et des sténoses au niveau des artères des jambes, ce qui fait qu'on aura des difficultés à marcher et une moins bonne circulation sanguine au niveau des jambes. Donc pour avoir la certitude d'avoir un bon équilibre glycémique, il faut que finalement le paramètre de l'hémoglobine glyquée soit assez bas. Donc entre 6,5 et 7%, ça dépendra un petit peu des patients. Donc rapidement, pour les autres signes biologiques qu'on peut retrouver en cas de diabète de type 1, on a une glycosurie, donc ça c'est un passage de glucose en excès au niveau urinaire. On a aussi ensuite des signes qui sont liés à la carence en insuline. Donc ce manque d'insuline fait que le corps va être un petit peu en métabolisme du jeûne et va produire un excès de corps cétonique.
Donc la présence excessive de corps cétoniques dans le sang, c'est la cétose, ou on peut parler de cétonémie aussi. Et ce qui est important, c'est que les corps cétoniques sont des acides. Donc le fait d'avoir cette cétose, ça peut créer une acidose, c'est-à-dire une baisse du pH sanguin. Ensuite, les corps cétoniques vont être filtrés aussi par le rein et vont être éliminés dans les urines, donc on aura un excès de corps cétonique au niveau urinaire, et ça c'est la cétonurie. Pour finir, on va parler rapidement des signes cliniques. Donc déjà, dès qu'ils apparaissent, ça signe le début du stade 3, donc c'est le stade de diabète de type 1 symptomatique. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'insuline, c'est une hormone qui est anabolisante. Donc ça veut dire qu'elle va favoriser la mise en réserve de l'énergie sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles, et sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux par exemple. Du coup, quand on est en manque d'insuline, le corps il est uniquement soumis à l'effet du glucagon et on a un métabolisme du jeûne qui s'enclenche. Du coup, on va avoir une lipolyse, une protéolyse, ça va induire un amaigrissement, donc par fonte du tissu adipeux et fonte graisseuse. À cause de cet amaigrissement, le patient il a faim, donc il va manger davantage, donc ça c'est une hyperphagie. Mais il faut bien comprendre que c'est pas l'augmentation des apports alimentaires qui va réussir à combler ces problèmes de lipolyse, de protéolyse, etc. Parce que tant qu'il n'y a pas d'insuline, il n'y aura pas de mise en réserve de ces nutriments. Ensuite, toujours à cause de la carence en insuline, on aura le glucose qui va avoir du mal à rentrer dans certaines cellules, c'est-à-dire les cellules cibles de l'insuline, donc les cellules insulinodépendantes. Donc ça, c'est les cellules des muscles striés, donc les rhabdomyocytes, les cellules du tissu adipeux, donc les adipocytes, et on a aussi, mais avec des mécanismes un peu différents, les cellules du foie, donc les hépatocytes. Du coup, le foie, lui, il croit un peu qu'on est à jeun, donc il va faire la même chose que ce qu'il fait en métabolisme du jeûne, c'est-à-dire qu'il va produire du glucose et libérer ce glucose dans la circulation sanguine. Donc ça va se passer par une glycogénolyse et une néoglucogénèse, ce qui accentue du coup le fait de puiser dans les réserves lipidiques et les réserves protéiques pour faire fonctionner la néoglucogénèse. Donc le foie, comme ça, il va aggraver l'hyperglycémie en relarguant du glucose en excès dans la circulation alors qu'il y en avait déjà beaucoup. Ensuite, cette hyperglycémie, elle est tellement importante que ça va se répercuter au niveau du rein. Puisque le rein, naturellement, ce qu'il fait, c'est qu'il va filtrer le sang, le glucose va être filtré, mais ensuite il est censé être complètement réabsorbé. Sauf que là, on a tellement de glucose que les capacités de réabsorption qui impliquent quand même des transporteurs, donc qui sont saturables, ces capacités de réabsorption, elles vont être complètement dépassées. Donc ça veut dire qu'on a une partie du glucose qui a été filtrée au niveau du rein qui ne va pas pouvoir être réabsorbée, donc ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir repasser dans le sang. Donc à ce moment-là, cet excès de glucose va être éliminé au niveau urinaire, donc c'est le signe biologique de la glycosurie dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que le glucose, c'est quelque chose qui est osmotiquement actif. Donc quand on a du glucose quelque part, on va avoir un mouvement d'eau pour venir diluer ce glucose. Donc ici, on a du glucose au niveau urinaire alors qu'on n'était pas censé en avoir. Du coup, on va avoir un appel d'eau qui va venir diluer finalement l'urine pour diluer cette concentration trop importante de glucose dans les urines. Donc ça va amener finalement à avoir un volume urinaire plus important, ça c'est la polyurie. Du coup, le patient, il se déshydrate. Donc on va avoir des signes liés à la déshydratation, comme l'augmentation de la soif et du coup le fait de boire beaucoup, ça s'appelle la polydipsie. Et puis on peut avoir d'autres signes de déshydratation, comme des malaises, des vertiges, la peau sèche, etc. Donc en conclusion, le diabète de type 1, on l'a vu, c'est une pathologie auto-immune. Elle va survenir à cause de facteurs environnementaux qui surviennent chez des patients qui sont prédisposés génétiquement. Le DT1, il est marqué par une destruction des cellules bêta, par apoptose et par cytotoxicité, donc à cause du mécanisme auto-immun. Ça va entraîner une carence en insuline une fois qu'on a beaucoup de cellules bêta qui ont été détruites et que celles qui restent fonctionnent mal. À cause de cette carence en insuline, on va avoir une hyperglycémie avec une augmentation de l'hémoglobine glyquée et des complications vasculaires. Et pour les signes cliniques, on retrouve un amaigrissement malgré une hyperphagie, une polyurie et une polydipsie, ainsi que d'autres signes possibles de déshydratation.